Passer la parole donc à Monsieur Mouret. Donc pourquoi Monsieur Mouret intervient? Mais si vous voulez, Monsieur Mouret est un des membres de l'équipe de l'université de Montpellier qui donc représente 50 soixantaine de permanents et qui est l'un des principaux pôles internationaux de la recherche de filière œnologique. Et depuis 2015, il coanime donc l'équipe FLAM, fermentation alcoolique, donc levure, arôme, métabolisme, donc, et qui étudie donc la fermentation alcoolique par les levures pour mieux comprendre le processus et améliorer la qualité des profils aromatiques des vins. Et donc, il va nous expliquer justement donc, en détail c'est l'activité de son équipe. Je vous laisse tout de suite. Merci et bonsoir Monsieur Mouret. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, je travaille à l'INRAE à Montpellier, ce qui explique que j'ai pas de doudoune puisque je suis un peu plus au sud que les intervenants précédents. Donc je travaille effectivement, donc l'activité de l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens se concentre vraiment sur la fermentation alcoolique et uniquement sur cette partie du procédé. Donc on essaie de mieux comprendre la contribution des différents nutriments, l'impact de la température pour développer des stratégies innovantes de gestion de la fermentation. Et donc, je vais vous présenter une partie de mes activités donc, qui est concentrée sur le suivi en ligne de la fermentation et comment ce meilleur suivi en ligne va nous permettre de mieux comprendre le procédé et d'en avoir une meilleure gestion à l'avenir. Par contre, oui. Ça y est. Donc du coup, la fermentation alcoolique en œnologie, c'est pas à vous que je vais apprendre que c'est une étape clé du processus de vinification. L'objectif, donc, c'est vraiment de contrôler au maximum la réaction principale, d'épuiser le sucre, de maîtriser au maximum la durée de la fermentation, d'utiliser au mieux les cuves, de consommer le moins d'énergie possible et évidemment d'optimiser les qualités organoleptiques. Et donc pour ça, il y a besoin de mieux comprendre les différents phénomènes, la cinétique principale, mais également donc la production d'arômes. Et donc dans l'équipe, on a décidé de développer des outils innovants de suivi en ligne justement de ce procédé fermentaire. Donc on a deux types de suivi en ligne. Le premier, c'est qu'il est concentré sur le suivi en ligne de la cinétique principale, c'est-à-dire la conversion du sucre en éthanol et en CO2, et tandis que le deuxième outil va plus se concentrer sur les cinétiques de production des arômes fermentaires. Donc on suit uniquement les arômes fermentaires, donc l'acétaldéhyde, les alcools supérieurs à les esters. On ne suit pas les thiols parce que leur concentration est trop faible et on ne suit pas non plus les lactones pour la même raison parce que la concentration est trop faible. Donc l'ensemble des données qu'on va collecter va nous permettre de comprendre l'impact des paramètres fermentaires, donc température et nutriments, sur la cinétique fermentaire et sur la production d'arômes, de mettre en place un modèle prédictif et ensuite de développer des stratégies innovantes de gestion de la fermentation. Donc le premier outil, c'est le suivi en ligne de la cinétique principale. Donc il est basé sur la mesure du CO2. Finalement, c'est le plus simple à suivre parce que quand on produit du CO2, on perd du poids. Et donc suivant cette perte de poids, donc à l'échelle laboratoire, qui va de 20 ml jusqu'à 1 litre, on est capable de déterminer avec précision la cinétique de production de CO2 et donc d'éthanol et de consommation de sucre, bien entendu. Et ensuite, donc à l'échelle pilote, là aussi, on suit toujours le CO2, mais en mesurant la quantité de gaz produit. Donc vous avez les schémas à gauche, vous avez notre robot de fermentation et les fermenteurs en litres, et sur la droite, vous avez l'échelle pilote qui est à l'unité expérimentale de pêche rouge à côté de Narbonne, donc à peu près 1h15 de Montpellier, à l'échelle 10 litres et à l'échelle 100 litres. Donc, quelles sont les données que nous obtenons avec ces suivis en ligne? Grâce à la fréquence d'acquisition élevée de nos capteurs, nous sommes capables de calculer la vitesse de fermentation, qui a finalement deux applications directes. La première, c'est de mieux comprendre l'activité de levure, donc c'est l'intérêt microbiologique. Et le deuxième, c'est on peut mieux comprendre également et anticiper les besoins en frigorie, c'est un intérêt plutôt technologique. En effet, le Vmax, donc qui est la vitesse maximale de production du CO2, va nous donner une idée de l'intensité du pic de frigorie. Plus le Vmax va être important, plus la demande instantanée en frigorie va être importante. Et également, ce suivi en ligne, vous le voyez sur le graphique, nous permet de déterminer avec précision le temps de fermentation. Et quand la vitesse est à 0, on peut considérer que la fermentation est terminée.
Donc le deuxième outil de suivi en ligne que nous avons développé, c'est le suivi en ligne des arômes fermentaires. On suit actuellement une vingtaine de composés. Donc évidemment, ce n'est pas avec 20 arômes qu'on décrit la qualité du vin global, mais par contre, vous avez quand même, comme ils appartiennent à différentes familles chimiques, on a quand même une vision relativement intéressante des arômes du vin. Donc comment ça fonctionne? En fait, on a des lignes chauffées qui sont connectées sur les fermenteurs, donc soit 10 litres, soit 100 litres. Ensuite, il y a une pompe qui vient aspirer à travers ces lignes chauffées le gaz pour qu'il évite la condensation. Il est concentré sur un piège froid et ensuite il est analysé par GCMS. Donc on a une fréquence d'acquisition qui est toutes les heures. Donc on a le calcul des différents paramètres cinétiques, on calcule les rendements, on calcule les vitesses. Parce qu'on mesure dans le gaz, on est également capable... Oui, c'est bon. Donc du coup, comme je disais, donc on peut réaliser des bilans gaz liquide, c'est-à-dire qu'on peut calculer ce qui reste dans le liquide, mais ce qui est perdu par évaporation. On vous donnerait une illustration dans les diapos suivantes. Et enfin, parce qu'on utilise un détecteur de masse, on est capable de de détecter des composés qui ont des concentrations relativement faibles, tels que les esters au début de la fermentation, par exemple. Donc ensuite, l'ensemble des données qu'on a collectées, je fais un résumé très rapide, nous ont permis de construire un modèle mathématique global qui, en fonction de la température et du profil de température et des teneurs initiales en sucre et en azote, va nous permettre de prédire donc la cinétique principale, donc le Vmax, la durée de la fermentation, les cinétiques de consommation des frigorés, donc ça c'est relativement important parce que quand on a une seule cuve, c'est assez facile. Quand on a plusieurs cuves dans une grande cave, c'est quand même assez intéressant de savoir si les pics de frigorie vont tomber en même temps ou pas. Et si du coup, le groupe froid va être adapté et va pouvoir permettre la gestion de la régulation de la température de l'ensemble des cuves qu'on est en train de mettre en place. Également, donc, la cinétique de production des arômes fermentaires avec l'accumulation dans le liquide d'une part et les pertes par évaporation d'autre part. Donc sur cette diapositive, vous avez par exemple une illustration de l'utilisation de ce modèle. En fait, on a essayé de comparer donc une fermentation qui est menée à 16 degrés sur la totalité de sa durée versus une fermentation qui commence à 16 degrés et qui augmente progressivement à peu près à mi-fermentation jusqu'à 22 degrés. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez qu'a priori, ça va durer moins longtemps et qu'on va consommer moins de frigories. Mais par contre, on arrive, nous, à quantifier qu'est-ce que ça veut dire. On a une baisse de 27% de la durée de la fermentation, une baisse de 36% de la consommation en frigorie. Donc, en fait, ce modèle, il permet de... Il n'y a pas de grande découverte, vous le savez tous, mais par contre, ça permet de quantifier et de mettre un chiffre derrière ces perceptions-là et de vraiment savoir qu'est-ce qu'on gagne ou qu'est-ce qu'on perd, en fait, d'une certaine façon. Donc, une autre utilisation de ce modèle, c'est l'impact d'un ajout d'azote, donc ici 400 mg de DAP, qui est ajouté sur un mou qui en contient 100 mg à une température de 20 degrés. Donc là, c'est sur la cinétique fermentaire, on verra plus tard sur les cinétiques de production d'arômes. Donc j'ai décidé de faire un ajout, donc sur la courbe en rouge, c'est le témoin, j'ai décidé de faire un ajout soit au début de la fermentation, c'est la courbe verte, soit au contraire à mi-fermentation, ici la courbe bleue. Vous voyez que dans les deux cas, que je fasse mon ajout au début ou à mi-fermentation, j'ai une réduction de 38% du temps de fermentation. Par contre, quand je fais un ajout au début de la fermentation, j'ai une hausse de 41% de mon Vmax, donc de mon pic de frigorie. Alors encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand il n'y a qu'une fermentation, c'est pas compliqué à gérer. Si je décide par contre de faire mes ajouts d'azote pour toutes mes cuves au départ, j'ai une augmentation massive de la demande instantanée en frigorie et je ne suis pas sûr que mon groupe froid soit dimensionné de manière suffisante pour répondre justement à cette demande massive et qui peut être simultanée. Donc là, encore une fois, c'est vraiment à vous de voir est-ce que vous êtes capable d'encaisser cette demande instantanée en frigorie. Donc juste un point de vigilance sur les ajouts d'azote, on vient de voir que c'est très efficace pour réduire de manière importante le temps de fermentation. Mais par contre, ayez bien conscience qu'un ajout d'azote, il n'est efficace que lorsque le nutriment est bien l'élément limitant de la fermentation. Si vous
ça c'est quelque chose de vraiment important et sur lequel j'insiste, il faut vérifier que c'est bien l'azote qui limite la croissance des levures. Si ce n'est pas le cas, un ajout d'azote va être catastrophique. En particulier quand vous utilisez des mous qui sont très fortement clarifiés, avec des turbidités qui sont inférieures à 40 ou 60 NTU. Dans ce cas-là, l'élément limitant pour la croissance des levures et donc pour la fermentation, c'est non pas l'azote, mais ce sont les phytostérols, donc c'est-à-dire les lipides qui sont contenus dans les bourbes. Dans le cas d'une carence en lipides, vous avez une hausse de la production d'acide acétique, une chute très forte de la viabilité cellulaire et donc une augmentation très importante de la durée de la fermentation qui peut aller jusqu'à l'arrêt de la fermentation. Et dans ce cas-là, on est tenté de dire, pour accélérer ma fermentation, je vais faire un ajout d'azote. Ça a un effet très négatif puisque vous aggravez encore plus le déséquilibre nutritionnel entre l'azote et les lipides. Et donc, du coup, ça va être encore pire. Dans ce cas-là, les seuls ajouts efficaces, c'est un ajout d'oxygène ou un ajout de bourbe. Mais par contre, surtout pas un ajout d'azote. Donc, vous l'avez sur la diapositive que je vais passer. Donc ici, j'ai comparé une fermentation dans laquelle j'ai beaucoup d'azote en bleu et peu d'ergostérol, c'est-à-dire peu de lipides, versus un mou qui serait là aussi très fortement débourbé, mais dans lequel en orange, j'aurais peu d'azote. Donc vous voyez ici, en haut, donc, quand la fermentation commence, en bleu, on a une chute très très rapide des sucres résiduels, donc une baisse de la densité en quelque sorte, qui fait que la fermentation commence très vite, mais par contre, elle s'arrête aussi très vite, sans que le sucre soit complètement épuisé. Je partais à peu près de 220-240, et j'arrive à plus de presque 50. Donc j'ai clairement un arrêt de fermentation. En orange, par contre, la fermentation démarre plus lentement, mais elle va jusqu'au bout. Simplement parce que même si j'ai moins d'azote, je n'ai pas ce déséquilibre nutritionnel entre l'azote et les lipides qui fait que finalement, j'arrive à gérer ma fermentation de manière à peu près cohérente. Et ça, c'est dû au fait que quand j'ai un déséquilibre nutritionnel trop important, c'est-à-dire beaucoup moins de lipides que d'azote, je vais avoir un effondrement en bleu, vous le voyez sur la courbe du bas, de la viabilité. Alors que quand j'ai un équilibre nutritionnel entre l'azote et les lipides, je maintiens une viabilité cellulaire à peu près au-dessus de 80% tout au long de la fermentation. Donc je finis ma fermentation sans aucun problème, même si elle dure beaucoup plus longtemps. Donc ensuite, on s'est intéressé, grâce à nos outils de suivi en ligne, on a pu calculer les pertes d'arômes par évaporation, c'est-à-dire la quantité qui a été produite par la levure, mais qu'on ne va pas retrouver à la fin dans le vin fini. Donc vous voyez qu'elle est très variable en fonction des composés étudiés. En bleu ici, elle est complètement négligeable pour les alcools supérieurs, quelle que soit la température. Ça fait au maximum 1,5%, c'est complètement négligeable. À l'inverse, pour les esters, qui sont impliqués dans le fruité des vins, donc vous avez l'acétate d'isoamyle et les 2 esters d'éthyle ici, elles sont très importantes. À 18 degrés, on est à peu près entre 15 et 29%. Et par contre, à 30 degrés, alors ce qui n'arrive pas en Champagne, mais on est quand même entre 35 et 50%. Et ça, quelle que soit la levure que vous utilisez, on perd toujours à 30 degrés à peu près la moitié de ce que la levure a produit par évaporation. Donc quelque part, ça c'est physique. Il y a, quelle que soit la levure, la géométrie de la cuve que vous utilisez, vous allez perdre massivement des esters à température élevée, donc c'est quelque chose à savoir. Vous avez ici, donc sur les graphiques du bas, j'ai représenté donc sur la droite la production totale, c'est-à-dire ce que la levure va produire, indépendamment du fait que c'est perdu par évaporation ou gardé dans le liquide. Donc c'est vraiment ce que la levure fabrique. Et à côté, vous avez la concentration liquide sur la gauche. Donc sur la droite, vous voyez que la production totale, entre 18 et 24 degrés, les deux courbes sont superposées. Donc ça veut dire que il n'y a pas de modification du métabolisme aromatique, la levure produit la même quantité. Par contre, vous avez sur la gauche une petite différence. Et à 30 degrés, il y a une diminution sur la droite, on le voit, de la production totale qui est légèrement inférieure. Mais par contre, en concentration liquide, cette fois-ci, la concentration finale dans le vin est presque égale à moins de la moitié en fait.
Donc finalement, quand je suis à haute température, j'ai une perte qui est beaucoup plus importante, un léger effet sur le métabolisme levurien qui fait qu'au final, j'ai presque moitié moins d'azote, moitié moins d'ester, pardon, quand j'ai travaillé à température élevée, ce qui est évidemment un peu dommage. Un autre moyen de voir l'impact de ces pertes, et c'est quand même assez important, c'est de regarder la production des arômes tout au long de la fermentation. Donc vous voyez que pour l'isobutanol, en fait, je perds à peu près 1%, comme on l'a dit. Donc quel que soit, j'ai toujours une bonne accumulation dans le liquide et je garde cet arôme sans aucun problème. À l'inverse, pour un ester, vous voyez que j'ai une production totale tout au long de la fermentation. C'est la courbe en rouge sur le graphique du haut. Par contre, dans le liquide, vous voyez que pendant une bonne partie de la fermentation, ça suit la production totale. Et puis ensuite, à peu près à mi-fermentation, il y a une rupture. C'est-à-dire que même si la production totale continue, la production dans le liquide ralentit, stagne, puis après diminue. C'est-à-dire que sur la deuxième moitié de la fermentation, tout ce que la levure va produire comme arôme est perdu par évaporation, et ce qui fait qu'à la fin, j'ai plus perdu, ici sur le graphique du haut, à gauche, j'ai plus perdu que ce que j'ai accumulé dans le liquide. Alors c'est le cas d'une fermentation en isotherme volontaire, on a commencé à 15 degrés, on finit à 30, donc effectivement c'est un peu extrême, mais malgré tout, c'est pour vous montrer qu'une mauvaise gestion de la température, parce qu'on n'a pas une capacité de frigorie ou parce qu'on a envie d'aller très vite pour finir rapidement la fermentation, peut avoir des conséquences sur la teneur en arôme final dans les vins. Il y a un autre moyen de voir ça, c'est ce que j'ai présenté sur le graphique à droite. J'ai calculé le ratio entre la vitesse de perte et la vitesse de production. Il ne fait qu'augmenter tout au long de la fermentation, ce qui fait qu'effectivement, plus j'avance au cours de la fermentation, plus je vais perdre d'arôme. Donc ça veut dire que finalement, il y a vraiment nécessité d'optimiser le profil de température en fonction des arômes souhaités. Si vous souhaitez pas avoir trop d'arômes, vous pouvez laisser partir la température et la laisser augmenter. Si par contre vous voulez en garder, il va falloir bien gérer votre température et la maintenir à des niveaux assez faibles, entre 18 et 22 degrés ou 25 degrés par exemple. En tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il y a un compromis à trouver entre l'achèvement rapide de la fermentation et la teneur finale dans l'ester en fonction du style de vin que vous souhaitez faire, bien entendu. Donc là aussi, sur cette diapo-là, vous avez une vision de la chronologie de synthèse des arômes. Donc, tous les arômes fermentaires que nous suivons, que ce soit les alcools supérieurs ou les esters, ils sont produits tout au long de la fermentation et pas uniquement pendant la croissance de la levure. On constate donc là sur le graphique de droite, donc j'ai pris l'exemple de l'octanoate d'éthyle, mais c'est le cas pour tous les arômes qu'on a étudiés. Il y a deux phases linéaires de production, à peu près pendant la phase de croissance et ensuite pendant la phase stationnaire. Et vous constatez que c'est pendant la deuxième phase de production que le rendement de conversion du sucre en arôme va être le plus important. Donc c'est du coup pendant cette deuxième partie de la fermentation que la production est la plus importante. Et donc c'est justement pendant ce moment-là qu'il va falloir bien gérer la température pour éviter que cette production massive d'arômes se fasse bien dans la phase liquide et s'accumule et qu'on évite la perte par évaporation. Donc là ensuite, je trace évidemment sur ces graphiques-là donc l'évolution des concentrations finales en alcool supérieur en haut et en bas des esters en fonction de la température. Et vous voyez que pour les alcools supérieurs, la température a un effet positif sur la production des alcools supérieurs. Plus la température augmente et plus je vais avoir des alcools supérieurs. À l'inverse, sur le graphique du bas, vous allez vous constater que plus la température augmente, plus un effet négatif sur l'accumulation des esters en phase liquide, principalement à cause de l'évaporation, comme je l'ai montré dans les slides précédents. Donc cette fois-ci, sur cette nouvelle diapositive, j'ai fait exactement la même chose. J'ai tracé l'évolution des concentrations finales en alcool dans le vin en fonction de l'azote. Et pareil pour les esters sur le graphique du bas. Et vous voyez que pour les alcools supérieurs, il y a une dose optimale entre 200 et 250 mg pour laquelle la production des alcools supérieurs est maximale. Ensuite, elle rediminue. Alors que pour les esters, plus je vais avoir d'azote et plus leur accumulation finale dans le vin va être importante.
Donc ensuite, encore une fois, grâce à nos systèmes de suivi en ligne et au modèle, on a pu essayer d'étudier les effets croisés de l'azote et de la température et de comparer finalement quel est celui qui a le rôle le plus important. Donc pour cela, on a réalisé 9 fermentations, donc à 3 températures différentes, 18, 24 et 30, donc c'est le deuxième chiffre sur le graphique de droite, pardon, et à 3 teneurs d'azote différentes, donc 70, 250 et 430, donc c'est le premier chiffre sur le graphique de droite. Et vous voyez que je les ai mis en couleur, donc en noir pour les faibles azotes, en bleu pour les azotes moyens et en orange pour les azotes forts, c'est quand même l'azote qui gouverne. C'est-à-dire que si on veut avoir beaucoup d'arômes, il faut principalement jouer sur l'azote initial au départ, donc sur l'ajout d'azote en début de fermentation. Malgré tout, vous voyez que la température a un poids relativement important. Les points ne sont pas par azote, ils ne sont pas les uns sur les autres, et qu'il y a une très forte interaction entre ces deux paramètres, en particulier à température élevée et à azote élevé en fait. Vous voyez que en particulier, il y a 2 points qui sont relativement proches, c'est le point à 250 mg d'azote et à 18 degrés, et l'autre qui est à 430 mg d'azote et 30 degrés. Vous voyez que ces 2 points, ils sont quasiment l'un sur l'autre. Ça veut dire qu'ils ont un profil aromatique quasi identique, et que donc j'ai bien géré mon azote en mettant beaucoup, 430, mais par contre, j'ai pas bien géré ma température parce que mon groupe froid n'était pas adapté, ou alors plein d'autres raisons. J'ai voulu ralentir la fermentation. En tous les cas, j'avais une température qui était beaucoup plus élevée. Et donc, du coup, malgré mon apport massif d'azote, parce que j'ai pas bien géré ma température, je me retrouve à la même teneur en arôme que si j'avais fait une température avec 2 fois moins d'azote, mais en température beaucoup plus faible. Donc encore une fois, c'est pas parce que l'azote a un rôle prépondérant sur la production d'arômes qu'il faut gérer ce paramètre et oublier de gérer les autres. Donc il y a vraiment une gestion coordonnée à avoir entre l'azote et la température, en particulier quand on a beaucoup d'azote au départ. Donc encore une fois, toujours les ajouts d'azote, parce que finalement on a constaté dans notre équipe que c'est finalement un paramètre très important à gérer. Donc on s'est demandé un peu si j'ajoute l'azote, non pas au début de la fermentation, mais en cours de fermentation, qu'est-ce qui se passe? Alors sur les alcools supérieurs, il ne se passe strictement rien. Vous avez ici les courbes en bleu, c'est une fermentation sans ajout. En rouge, une fermentation avec un ajout d'ammonium, et en vert, une fermentation d'une formulation du groupe l'allemand. Donc, je ne connais pas la formulation et je ne suis pas là pour faire de la bulle de toute façon. Donc, vous voyez que sur cet alcool supérieur, qu'on fasse un ajout ou pas, il ne se passe strictement rien. Et pour les esters d'éthyle, il ne se passe pas non plus grand-chose. Par contre, sur cette slide, vous voyez que par contre, sur la diapo de droite, quand je fais un ajout, donc la flèche d'ammonium ou d'azote organique, il y a une réaction immédiate à cet ajout, ce qui fait que je passe, au lieu d'être à 1 mg d'ester, je suis entre 4 et 5 mg. Donc j'ai très fortement augmenté la production d'ester d'acétate en voulant faire un ajout à mi-fermentation. Et cet ajout est beaucoup plus efficace que si j'avais fait le même ajout en début de fermentation. Donc c'est le graphique de gauche, vous voyez que je suis entre 2 et 3, alors que si je fais le même ajout, la même quantité, les mêmes produits à mi-fermentation, je suis finalement beaucoup plus efficace, je produis plus d'arômes. Donc là aussi, finalement, on l'avait vu tout à l'heure, quand je fais un ajout à mi-fermentation, pour la durée de la fermentation, c'est aussi efficace, mais ça permet d'éviter le gros pic d'accumulation, de gros pic de demande en frigorie. Et là, quand je fais un ajout tardif, j'améliore le fruité. Donc finalement, si on avait à choisir entre le timing au départ ou le timing à mi-fermentation pour l'ajout d'azote, il vaudrait mieux choisir finalement la mi-fermentation pour avoir le plus d'arômes et tout en ayant un temps de fermentation relativement acceptable. Donc ensuite, un des derniers travaux que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'interaction entre l'azote et les lipides. Donc là, du coup, c'est finalement entre l'azote et les bourbes, en fait, sur les esters d'acétate et sur les esters d'éthyle. Vous voyez que quand j'ai peu d'azote, donc c'est les graphiques de gauche, donc j'ai 70 mg, finalement, quelle que soit la teneur en stérol, donc la teneur en bourbe, j'ai quasiment la même production d'arômes. Par contre, quand je suis sur la droite avec 330 mg d'azote,
à 2 mg par litre de stérol par rapport à 8, je produis plus d'ester à 2 mg systématiquement. Ça veut dire que les phytostérols ont un effet relativement négatif à haute dose sur la production des arômes. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas en mettre du tout, sinon on retombe dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que du coup, le nutriment limitant, c'est non plus l'azote, mais c'est les lipides, et donc on a des risques d'arrêt de fermentation, de perte de viabilité, de surproduction d'acide acétique, etc., etc. Donc là, encore une fois, il y a vraiment une gestion raisonnée à avoir. Quand je suis à haute teneur en azote, il faut que je gère au mieux mon débourbage. Il ne faut pas qu'il soit excessif, il ne faut pas que j'en laisse non plus trop de bourbe, mais il y a vraiment un compromis à trouver en fait. Donc d'une certaine façon, alors ça ne va pas forcément vous satisfaire, mais si vous aviez un mot à retenir de ma présentation, finalement c'est le compromis. En tout cas, la gestion combinée des nutriments, entre guillemets, surtout l'azote et les bourbes, mais également de la température et également le meilleur compromis à trouver entre la cinétique principale et la production d'arômes. On a vu que dans certains cas, en particulier pour la température, ça accélère la fermentation, mais ça favorise l'évaporation des arômes. Donc encore une fois, je ne suis pas œnologue, je ne suis surtout pas producteur de vin et encore moins producteur de champagne, donc je n'ai pas de conseils à vous donner, mais c'est juste, voilà, vous avez quelques pistes de réflexion et c'est à vous de trouver le meilleur compromis en fonction de votre outil de production, du style de vin que vous voulez faire pour ajuster au mieux et trouver finalement le meilleur moyen d'atteindre la cible aromatique que vous vous êtes fixé en fait. Donc juste, et pour finir, ce sera ma dernière diapo quasiment. Donc on continue maintenant qu'on a notre modèle mathématique à disposition de mener des études pour aller vers les stratégies innovantes de gestion de la fermentation. La première, c'est on met en place des approches multicritères, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver le meilleur compromis entre obtenir une composition aromatique cible tout en minimisant l'utilisation de frigories. Donc ça, c'est un projet qui est en cours actuellement. Et ensuite, le deuxième, c'est un projet financé par l'ANR que je coordonne depuis 2019, qui est de développer des stratégies de contrôle en temps réel du procédé en jouant sur les ajouts d'azote en cours de fermentation et sur la gestion non isotherme de la température. On a par exemple prouvé qu'en fait, une des solutions possibles, c'est de commencer à une température élevée et de finir à une température faible pour que, au moment où on va produire les arômes, c'est-à-dire qu'en deuxième partie de la fermentation, ce soit là que la température soit la plus faible pour éviter l'évaporation. Donc ça va un peu à l'encontre de tout ce qui est fait dans la filière œnologique, mais c'est peut-être une stratégie intéressante ou en tout cas à tester, mais qui n'est pas forcément généralisable pour tout le monde en fonction de l'équipement et des souhaits et des fermentations qui vont un peu traîner. Donc, pour terminer avec cette dernière diapo, donc je remercie bien entendu l'ensemble de mes collègues de l'UMR SPE, en particulier de l'équipe Flamme, mes collègues de l'INRAE à Pêche Rouge, sur lequel est implanté le dispositif de suivi en ligne des arômes à l'échelle pilote que je vous ai présenté. Mes collègues des UMR, Mistea, SafeFood et TBI, puisque c'est eux qui nous ont aidés à construire les modèles et toute l'analyse statistique associée. L'Europe et la région Occitanie pour le financement de la gestion en ligne et du robot de fermentation, et la Société Lamont qui a participé à certains des travaux que je vous ai présentés aujourd'hui, et l'ensemble d'entre vous qui, même si je ne vous vois pas, j'espère que vous avez été attentifs.